Josiane Verreau, bonjour, vous prenez le micro. Bonjour Nicolas Lagrange. Alors, quelques mots tout d'abord pour vous présenter. Alors, je suis économiste et je travaille sur un sujet très fécond pour les économistes, celui des inégalités. Alors, pas centralement en termes d'accès à des ressources ou des droits, ça compte bien sûr, mais moi j'ai été en fait très marquée par une rencontre avec l'œuvre d'Amartya Sen, et c'est plutôt l'inégale capacité à faire des choses qui prime. Ça signifie aller débusquer tout ce qui peut faire obstacle d'une certaine façon à la fois au pouvoir d'agir et à la liberté de choix. Alors c'est très inspirant quand on travaille sur les questions de formation continue, de travail, d'emploi, parce que ça oblige, comme je disais, à aller voir quels sont les facteurs d'obstruction qui sont institutionnels, organisationnels, de marché, etc., qui peuvent faire, ou individuels, qui peuvent faire obstruction justement à cette capacité d'agir. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré dans mon parcours à travers divers programmes de recherche européens ou nationaux. C'est aussi cette sensibilité que je porte avec d'autres dans le Conseil scientifique du plan d'investissement dans les compétences, le PIC. Et puis, vous n'allez pas être étonnés si je vous dis que c'est aussi à travers cette approche qu'on a questionné le rapport entre sous-traitance et formation. Alors, j'ai le plaisir d'y travailler avec Jean-Claude Sigaud. Il est responsable adjoint du département formation et certification. Et ensemble, on s'est posé la question de savoir si les salariés avaient la même capacité à se former selon que leur employeur était intégré ou non dans un réseau de sous-traitance. Merci, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, Josiane Verreau. Je vais essayer. Rapport entre sous-traitance et formation. Alors pourquoi s'intéresser à ce rapport et d'où part votre étude ? Alors j'y viens. Il y a, vous voyez, sur 100 entreprises françaises, il y en a 45 qui sont aujourd'hui intégrées dans un réseau de sous-traitance. C'est pas rien, ça représente presque la moitié des entreprises. Et pourtant, on ne sait pas très bien quelles sont leurs pratiques de formation, si elles sont différenciées ou pas, et si les salariés ont plus ou moins de possibilités de se former dans ces entreprises. Il n'y a pas de statistiques. En fait, quand je dis qu'il n'y a pas de statistiques, en fait, il n'y avait pas de statistiques avant l'enquête des filles. Et donc, l'enquête des filles nous offre l'opportunité de questionner un peu ce qui se passe chez les entreprises d'intégrer dans des réseaux de sous-traitance. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de regarder. Alors, et donc on a essayé de comparer la situation de ces entreprises intégrées dans des réseaux de sous-traitance avec les entreprises qui ne sont pas dans des réseaux de sous-traitance. Alors vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est intégré dans un réseau de sous-traitance d'être un donneur d'ordre, c'est-à-dire s'entourer d'entreprises qui vont concourir à sa propre activité, d'en être le chef d'orchestre d'une certaine façon. C'est peut-être pas la même chose que quand on est sous-traitant intermédiaire, c'est-à-dire qu'on concourt à l'activité d'un donneur d'ordre, mais en même temps, on sous-traite une partie de son activité à une autre entreprise. Et peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est sous-traitant de dernier rang, c'est-à-dire qu'on ne fait que sous-traiter. Je vous répondrai que je suis à peu près d'accord avec vous. Et j'ai en tête des travaux précisément du Centre d'économie de la Sorbonne, autour de Corinne Pérodin ou aussi de ceux de la DARES, qui ont montré effectivement que à l'occasion d'une relation de sous-traitance, il y a une asymétrie de pouvoir qui se répercute en fait sur les salariés en bout de chaîne, et que les salariés qui sont en bout de chaîne ont des conditions de travail qui sont moins bonnes, des salaires moins élevés. Ils ont aussi une relation salariale qui est plus instable. Et donc, on s'est dit qu'on allait éclater cette catégorie de la chaîne de sous-traitance en distinguant les donneurs d'ordre, les sous-traitants intermédiaires et les sous-traitants de dernier rang. Et donc, on a comparé la situation dans ces entreprises par rapport aux autres, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à secteur d'activité équivalent, à structure de qualification équivalente, à taille équivalente, etc. Et on est parti de l'hypothèse que peut-être, en effet, plus on descendait dans la chaîne de sous-traitance, plus la capacité à se former se réduisait. Quels sont les indicateurs que vous avez regardés? Quelles sont les dimensions que vous avez envisagées? En gros, quelle a été votre approche? Alors, on a focalisé notre attention sur 3 dimensions.
La première dimension, ce sont les opportunités offertes par les entreprises, qui dépendent en partie des dépenses qui sont consenties par les entreprises, mais pas seulement, elles dépendent aussi de l'orientation de la politique de formation et de ses finalités. Le deuxième axe d'investigation concerne les processus d'accès à la formation et on s'est demandé s'ils étaient plus ou moins participatifs, selon la position dans la chaîne de sous-traitance. Et le troisième axe sur lequel on a focalisé notre attention, c'est la nature des formations elles-mêmes en lien avec les aspirations des personnes. Et ces trois dimensions permettent d'appréhender ce qu'on appelle la capacité à se former. C'est en tous les cas comme ça qu'on a travaillé dans des travaux antérieurs avec Bénédicte Zimmermann pour traduire empiriquement cette idée de capacité. Et vous allez reprendre chacune de ces trois dimensions. Et je vais reprendre chacune de ces trois dimensions et je vais commencer par la dimension opportunité et on va voir que plus on descend dans la chaîne de sous-traitance, plus les opportunités de formation se réduisent. Alors je vais commencer par le niveau supérieur du réseau de sous-traitance, par les donneurs d'ordre. Et on s'aperçoit qu'il y a deux choses majeures qui les distinguent. La première chose, c'est qu'ils offrent plus d'opportunités de formation, et ça, quelles que soient les modalités en fait, de formation, formation en situation de travail, stage, conférences, séminaires, etc. Donc plus d'opportunités de formation. Et que d'autre part, c'est la deuxième caractéristique distinctive des donneurs d'ordre, c'est qu'ils sont plus nombreux à développer des formations qui vont servir des mobilités internes ou des mobilités externes. Alors on va voir que plus on descend et quand on arrive au niveau intermédiaire, plus ça se réduit en termes d'opportunités. Chez les sous-traitants intermédiaires, vous le voyez sur le slide qui est projeté, ils sont beaucoup plus nombreux à organiser des formations à l'hygiène et à la sécurité. Alors ce sont des formations réglementaires, des formations qui sont obligatoires. Et en la matière, l'impulsion viendrait souvent du donneur d'ordre parce qu'il y a des dispositions juridiques qui engagent sa responsabilité civile et pénale en cas d'accident du travail en situation de coactivité. Alors ils offrent quand même néanmoins un peu plus d'opportunités en termes de mobilité interne, mais on voit que les opportunités sont quand même plus réduites par rapport aux donneurs d'ordre. Et si je descends enfin sur le dernier rang de la sous-traitance, chez les sous-traitants de dernier rang, on s'aperçoit là que les opportunités sont encore plus réduites parce que les entreprises dépensent moins pour la formation. Elles développent encore plus d'opportunités de formation orientées vers l'hygiène et la sécurité, donc sont 2 fois plus nombreuses. Et puis elles développent moins souvent un plan de formation, tout simplement. Donc ça, c'est pour les opportunités de formation. Je vais vous laisser remettre votre masque, Josiane Véraud, même si on a plus d'1 mètre de distance, bien sûr, et qu'on porte un masque tous les deux. On n'est jamais assez précautionneux. Ça, c'est pour les opportunités de formation. Pour les procédures d'accès à la formation maintenant, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne l'information sur la formation, les discussions autour de la formation, est-ce que là, ça évolue dans le même sens ou il y a des spécificités assez fortes selon le niveau de sous-traitance ? Alors ça évolue complètement dans le même sens. On va voir, on va se rendre compte aussi que là, plus on descend dans la chaîne de sous-traitance, plus les processus d'accès à la formation sont altérés. Vous voyez, si on souhaite créer des conditions qui sont favorables à l'expression des salariés, à l'écoute des besoins de formation, ça suppose une participation individuelle ou une participation collective, ou les deux. Et la participation individuelle, elle est conditionnée par une circulation d'informations sur la formation dans l'entreprise, d'une part, et d'autre part, par l'existence d'un moment où on peut interagir avec son supérieur pour exprimer des besoins. Et de l'autre côté, la participation collective, elle suppose la présence d'acteurs collectifs dans l'entreprise qui vont pouvoir porter les revendications des salariés et leur donner plus de résonance. Alors, si on regarde dans la chaîne de production, on s'aperçoit que les donneurs d'ordre sont, et seulement chez eux, on a plus de discussions collectives qui sont organisées entre les représentants des personnels et la direction. Et ça c'est vraiment une caractéristique majeure qui les distingue, alors que chez les sous-traitants, les salariés sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a moins de discussions collectives qui sont organisées, mais que d'autre part, on s'aperçoit que les entreprises sont beaucoup plus nombreuses, 2 fois plus nombreuses, à ne diffuser aucune information sur la formation. Alors, on pourrait se dire, c'est peut-être au moment de l'entretien professionnel, quand on interagit avec son supérieur hiérarchique, qu'on peut exprimer des besoins de formation, des velléités,
et recevoir de l'information sur la formation. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème aussi parce que du côté des sous-traitants intermédiaires, les entretiens professionnels sont plus souvent réservés aux cadres. Donc, quid des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers. Et chez les sous-traitants de dernier rang, il y a carrément moins d'entretiens professionnels qui sont organisés. Voilà. Alors, on pourrait se dire, mais peut-être que s'il y a moins d'opportunités dans les entreprises quand on descend à la chaîne de sous-traitance, peut-être que s'il y a moins de processus participatifs, c'est peut-être parce que les salariés ont moins d'aspiration pour se former. Et on s'aperçoit que c'est un argument qui n'est pas pertinent. Quand on regarde les aspirations des salariés, on s'aperçoit que chez les donneurs d'ordre, les salariés se distinguent par une volonté plus grande à laisser du temps à leur vie personnelle. Donc c'est des problématiques liées plutôt à l'articulation vie personnelle, vie professionnelle. Chez les sous-traitants intermédiaires, on s'aperçoit qu'il n'y a pas moins d'aspiration que chez les autres entreprises, sont tout à fait conformes à ce qu'on observe ailleurs. Et, surprise, chez les salariés des sous-traitants de dernier rang, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a le plus d'aspiration à se former. Ils sont plus 25% à vouloir faire évoluer le contenu de leur activité et ils sont 10% de plus à vouloir changer de métier ou de profession. Alors, j'en viens maintenant... Alors, on pourrait penser qu'ils se forment donc plus, mais j'en viens donc aux réalisations en termes de formation concrètement. Et on s'aperçoit que chez les donneurs d'ordre, il n'y a pas de différence majeure avec les autres entreprises, ils se forment à peu près de la même façon. Par contre, chez les salariés des sous-traitants, ils ne se forment pas moins, mais ils se forment beaucoup plus à l'hygiène et sécurité. Et là, c'est un peu le principe des vases communicants. Si on se forme pas moins, mais plus à l'hygiène et sécurité, ça veut dire moins pour d'autres formations, notamment des formations qui visent des montées en compétences. Bien sûr. Et maintenant, quand on regarde chez les salariés des sous-traitants, ils sont moins 25% à se former, et quand ils se forment, moins 25% à se former pour prendre plus de responsabilités. Donc j'en viens à ma conclusion, si vous me le permettez. Pour dire qu'effectivement, c'était l'hypothèse qu'on avait au départ, plus on descend dans la chaîne de production, plus la capacité à se former se réduit. Donc la position dans la chaîne de sous-traitance génère des inégalités, ça c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, et là je vais m'appuyer sur le rapport d'information qui a été présenté à l'Assemblée nationale il y a à peu près 1 an par le député Denis Sommer, qui dit la chose suivante. Il dit que au cours des 40 dernières années, les rapports de sous-traitance ont évolué, ont augmenté, ont changé, etc. Mais ils sont aujourd'hui beaucoup moins assis sur des rapports de coopération, sur des rapports de dépendance mutuelle, mais beaucoup plus sur des rapports de dépendance économique et de domination. Et donc, si on rapproche ce constat qui est dressé dans le rapport d'information des inégalités que l'on observe plus on descend dans la chaîne de sous-traitance, ça questionne la responsabilité des donneurs d'ordre dans la formation des salariés et ça appelle probablement des mécanismes de responsabilité solidaire. Enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que ces résultats, ils ont la vertu de pouvoir dire ce qui se passe dans les chaînes de sous-traitance par rapport à la formation, puisqu'il n'y avait pas de chiffres avant, comme je le disais tout à l'heure, mais ils posent et ils soulèvent aussi beaucoup de questions. Alors, parmi les questions qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut établir ces résultats dans tous les secteurs ? Est-ce qu'il y a des formes de dépendance économique variées, en fait, selon les filières de production dans lesquelles on se trouve ? Est-ce que... plein de questions en tous les cas. Et du coup, oui, et la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'on peut adopter des stratégies différenciées de formation quand on est au même rang de la chaîne de sous-traitance. Et donc, toutes ces questions, forcément, elles appellent des investigations qualitatives et quantitatives. C'est d'ailleurs ce que certains acteurs qui ont été auditionnés dans le rapport que je citais tout à l'heure appelaient de leur vœu. Et donc, pour conclure, je m'associe à leurs vœux. Voilà. Alors c'est vrai que les résultats de vos recherches interpellent énormément à la fois les pouvoirs publics, les professionnels bien sûr, aussi sur la responsabilité des différents professionnels aux différents niveaux de sous-traitance. La crise sanitaire et économique actuelle peut avoir quels effets
sur cette chaîne de sous-traitance. Et pensez-vous que les réponses des pouvoirs publics et les dispositifs de formation continue qui sont associés à ces réponses sont suffisants, sont de nature à assurer une sécurisation des parcours des salariés, des sous-traitants ? Alors, c'est une vraie question et on en revient toujours aux craintes que génère la crise naturellement sur les sous-traitants. Une chose est sûre, c'est que certains secteurs à la base de la sous-traitance connaissent des difficultés spécifiques. Des difficultés spécifiques qui se traduisent de différentes façons. D'abord, un chantage à la baisse des prix qu'on a vu. C'est le cas, je prends juste comme exemple, mais de l'américain General Electric, par exemple, qui a demandé à ses sous-traitants français de baisser leur prix de 20%. Il y a d'autre part, parmi les difficultés spécifiques aussi, des retards dans les délais de paiement qui peuvent menacer la trésorerie en fait, des entreprises sous-traitantes et concourir à une disparition prématurée de ces entreprises-là. Et ça, c'est pas un épiphénomène. Pour preuve, le ministre de l'économie et des finances a pointé du doigt les donneurs d'ordre en disant qu'il se faisait de la trésorerie sur le dos des sous-traitants et il les a menacés de supprimer toute aide publique. Il y a d'autres difficultés qu'ils affrontent aussi, par exemple un désengagement des assureurs crédits, mais là ça a soulevé une levée de bouclier au niveau de la CPME. Et puis voilà, il y a une menace plus grande qui plane aussi sur les sous-traitants de destruction d'emplois. On le voit par exemple dans la filière de l'aéronautique que c'est d'abord les sous-traitants qui ont mis en place des PSE, des licenciements. On sait par exemple que c'est une filière où il y a beaucoup de restructurations qui sont envisagées, des prises de participation, des rachats, etc. Donc il y a des réelles craintes à avoir, en tous les cas, chez les sous-traitants. Ça, c'est un premier point. Après, je dirais que la crise, elle peut-être aussi ouvrir quelques espoirs. Elle a en tous les cas mis le projecteur sur la vulnérabilité du système actuel de production mondialisée et sur la dépendance de l'économie française aux chaînes de valeur internationales. Et ça a en partie orienté le plan de relance avec la perspective d'une plus grande souveraineté au niveau industriel et agricole et la perspective également de relocalisation d'activités. Alors, les sous-traitants seraient censés y trouver leur compte là-dedans, au moins dans les 5 secteurs d'avenir en fait, de ce plan de relance. Bon, c'est le niveau sanitaire, au niveau agroalimentaire, l'électronique, l'industrie du numérique et des téléphones mobiles et la chimie. Voilà, c'est les 5 secteurs. Le truc, c'est que ça, c'est des choses dont on verra éventuellement les effets à moyen terme. C'est pas pour tout de suite. Donc d'ici là, la question qui se pose, c'est de savoir si effectivement l'arsenal de mesures qui a été mis en place par les pouvoirs publics... Est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'il est suffisant ou pas ? Alors je ne vais pas revenir sur cet arsenal, mais la question qui se pose concrètement, au-delà du chômage partiel, des reports de charges, de l'emprunt garanti par l'État, il y a une mesure nouvelle qu'il a déployée, c'est-à-dire qu'il a assoupli le FNE formation, et il a élargi aux entreprises qui ont des salariés en chômage partiel. Ce qui veut dire que les entreprises ont aujourd'hui un nouveau levier actionné à côté du plan de formation. On parle aujourd'hui du plan de développement des compétences, mais à côté de ce levier-là, il y a le levier CNE formation. Toute la question, c'est celle de savoir si effectivement, les entreprises sous-traitantes vont mobiliser ce CNE formation ou pas, si elles vont l'utiliser plutôt pour fidéliser de la main-d'œuvre qui est déjà compétente, qui a déjà un niveau de compétence élevé, ou pour maintenir dans l'emploi et sécuriser les parcours des salariés les moins qualifiés. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si effectivement les inégalités qu'on observe, dont j'ai fait état aujourd'hui, vont se renforcer, se maintenir ou pas. Alors, juste, je conclus pour dire un mot. Il faut se donner le temps, effectivement, de voir quels effets vont avoir concrètement ces mesures. Et pour pouvoir aller plus loin, juste, je voulais dire ça, c'est que le CEREC va réinterroger des salariés dans l'enquête des filles. Et donc, c'est l'occasion de prendre date pour vous présenter des résultats
dans quelques temps. Merci beaucoup Josiane Véraud, et on pourra retrouver tous les enseignements des travaux que vous nous avez présentés et que vous avez menés avec Jean-Claude Sigaud dans un bref qui est paru en mars, juste avant le confinement, le 2 mars 2020, et qui figure à la fois sur le site du CEREC et dans le dossier remis à chaque participant de cette e-biennale. Merci Nicolas Lagrange.